Alors pour information, hein, Vocus Groupe Cision, c'est quand même une grosse société mondiale. On est présent dans 9 pays et on a plus de 100 000 clients. On vient de Datapress, peut-être un nom qui vous parle un petit peu plus. On a 25 années d'expérience dans les bases de données de journalistes et aujourd'hui on a évolué grâce donc au rachat des entreprises américaines Vocus Cision et on est allé non seulement vers les journalistes mais aussi on a mis à jour des bases de blogueurs. Donc vous avez au-delà de la base de données journalistes, vous avez des bases de données blogueurs, des bases de données influenceurs, mais aussi un module pour diffuser votre actualité à ces personnes. Également un module de surveillance, de veille média qui va vous permettre de comprendre qui parle de vous, qui parle de vos concurrents, qui parle de votre secteur et que vous allez pouvoir ainsi identifier vos influenceurs et rentrer en relation avec eux. Enfin, vous avez toute une batterie de tableaux de bord qui va vous permettre de mesurer vos actions RP. Donc voilà, une plateforme unique et tout intégrée où vous pouvez mener en parallèle vos RP et vos RP 2.0. On a multiplié les types de médias aujourd'hui dans notre métier. Avant, on n'avait que la presse traditionnelle. Maintenant, on a également la presse online, les blogs, les forums et ces fameux réseaux sociaux. Et je vais vous donner quelques chiffres pour vous montrer que les réseaux sociaux ont pris une importance considérable pour nos métiers de la communication et des RP. Pourquoi? Tout simplement parce que les journalistes y sont. Donc là où les journalistes sont, les RP arrivent. Alors, on a des chiffres d'études assez récentes, 2014, comme quoi 86% des journalistes, par exemple, ont un compte Twitter professionnel. Ils seraient également présents sur 2,6 réseaux sociaux en moyenne. Autre petite information, alors oui, certes, c'est une étude qui a été faite par Vocus Groupe Cision en Angleterre, mais ça peut quand même nous donner des éléments de tendance. En 2014, 53,5% des journalistes interviewés nous ont dit qu'ils ne seraient pas capables d'exercer leur métier de journaliste sans les réseaux sociaux aujourd'hui. À savoir qu'en 2012, ils n'étaient que 28%. Donc c'est clairement, les réseaux sociaux font partie des outils des journalistes. Dans ces chiffres, c'est assez flagrant. Et enfin, quelques petits chiffres également pour vous montrer encore une fois l'importance qu'ont pris les réseaux sociaux dans le métier de journaliste. Il y a eu une vraie évolution de la communication entre journalistes et RP. Si vous regardez par exemple le téléphone, en un an, ça a incroyablement baissé. Les journalistes aiment de moins en moins répondre au téléphone, tout simplement parce qu'ils ont moins en moins le temps, que c'est quelque chose de très intrusif et que décrocher son téléphone pour aller parler à un journaliste, bien sûr que oui, il faut encore le faire, mais il faut le faire à bon escient, il faut le faire en ayant déjà une relation avec ce journaliste, qu'ils vous connaissent, parce que c'est vrai que sinon, ils ont quand même beaucoup, ils filtrent beaucoup les appels. Autre élément important, l'email, c'est toujours le chouchou du journaliste. Donc oui, envoyez vos communiqués de presse par email, ça fonctionne toujours. Ceux qui nous disent que les RP traditionnels c'est terminé, eh bien c'est complètement faux. Évidemment, les choses ont changé, les choses évoluent, mais les RP traditionnels et un communiqué de presse par email, c'est toujours la façon la plus massive et la plus utilisée pour communiquer auprès des journalistes. Là où c'est intéressant pour en revenir aux réseaux sociaux, c'est comme vous pouvez le voir, de plus en plus les RP communiquent avec les journalistes via les réseaux sociaux. Donc envoient leur actualité via Twitter, sur leur LinkedIn, sur leurs propres réseaux sociaux. Et ça, c'est pas un effet de mode, c'est une vraie tendance. Si vous regardez en 2013, il n'y avait qu'un peu plus de 18% qui le faisaient. En un an, ça a presque doublé. Donc, encore une fois, pour insister sur le fait qu'il va falloir vraiment, si vous ne l'avez pas déjà fait, prendre en compte les réseaux sociaux dans vos outils de travail, parce que c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Je réponds tout de suite à une question. On me demande quand je dis RP, est-ce que je parle de relations presse ou de relations publiques? Pour nous, chez Vocus, on pense que les relations presse, c'est un peu réducteur. Pour nous, on est passé aux relations médias. Et les relations médias, qu'est-ce que c'est? Et c'est exactement la stratégie gagnante qu'on prône chez Vocus avec notre outil tout intégré, c'est de faire parallèlement
des RP traditionnels, donc là je parle de relations presse, donc avec les journalistes en passant par une agence ou pas, donc d'envoyer votre actualité aux journalistes pour avoir vos articles dans la presse traditionnelle. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que les relations médias, ça vous permet donc de faire RP plus RP 2.0 et là on est plus du coup dans des relations publiques parce que nous multiplions les publics. En faisant des RP 2.0, vous allez avoir la possibilité d'accéder déjà à votre audience, à vos internautes directement. Même si les journalistes ne relayent pas votre information, vous allez pouvoir atteindre votre cible finale. Mais aussi d'aller chercher ces fameux nouveaux influenceurs, ces blogueurs qui viennent du monde 2.0, qui sont nés des réseaux sociaux. Et puis, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir y trouver ces fameux journalistes qui, peut-être, la fois d'avant, n'auraient pas reçu votre article, mais vont pouvoir, par exemple, voir un débat que vous avez fait sur LinkedIn et du coup, qui va pouvoir récupérer votre actu et vous allez pouvoir repasser dans la boucle du circuit traditionnel. Ça m'est déjà arrivé qu'un de mes articles, un de mes communiqués de presse passe un petit peu à la trappe chez certains journalistes et que j'ai pu ensuite récupérer en lançant un débat sur LinkedIn. Donc c'est vraiment une arme supplémentaire qu'il va falloir vraiment considérer et prendre au sérieux. Pour revenir à notre sujet du jour, adapter ces nouvelles pratiques au paysage RP. Très heureux d'accueillir aujourd'hui Linda Bediaf, à qui je vais donner la parole. Effectivement, la presse écrite traverse aujourd'hui une crise économique, mais qui est surtout une crise, je pense, technologique, tous les médias, en tout cas, abordent le virage du numérique. Donc, forcément, ce n'est pas sans conséquence, mais cela nous permet aussi de nous rendre bien compte que plus que jamais, il n'y a jamais eu en tout cas autant d'appétit pour l'information que ces dernières années, et on peut s'en rendre compte justement via les médias sociaux où de plus en plus d'informations circulent, se partagent, se tweetent, se retweetent, sont de nouveaux modes de consommation de l'information, hein, mais qui impactent aussi les usagers dans leur quotidien. Tout au long de la journée, les gens peuvent consulter les infos sur leur smartphone, leur tablette, etc., leurs ordinateurs. Et ça impacte aussi de fait le quotidien des journalistes, puisque ça transforme leur profession. Ils travaillent autrement, parce qu'il y a besoin de répondre à l'information de manière instantanée, de travailler dans l'immédiateté, d'être dans l'ubiquité, à savoir être à la fois sur le terrain, dans la rédaction, rédiger, faire une photo, envoyer une vidéo. Ce sont des nouvelles activités qui sont très intéressantes, mais aussi très chronophages. Et puis, on voit aussi justement avec toutes ces technologies et toutes ces nouvelles habitudes on ne parle plus de brève ou de scoop ou d'enquête comme on parlait, j'allais dire autrefois, mais maintenant on parle de live tweet, de webdoc, de buzz, de mobinote, des termes qui étaient quasiment inexistants encore il y a 10 ans et qui témoignent bien de la transition numérique dans laquelle nous sommes embarqués. Alors pour certains avec envie, et puis pour d'autres on le verra aussi un peu pas par obligation, mais parce que je pense aussi personnellement que le virage du numérique est nécessaire et indispensable pour tout média qui souhaite survivre finalement. Et l'exemple de la situation de la presse, qu'elle soit écrite, audiovisuelle aux États-Unis, nous témoigne bien de ce qui est en train de nous attendre, en tout cas ici en Europe. On peut voir d'ailleurs que le Figaro, très récemment, a lancé une nouvelle version de journal numérique, donc les médias sont très attentifs, en tout cas au modèle économique qu'offrent les réseaux sociaux. Alors, pour revenir un peu plus à la pratique des journalistes en tant que tels, hein, notamment pour les communicants qui sont, eux, très intéressés et en relation directe avec les journalistes, comme vous l'avez dit aussi, le journaliste est connecté à 2 réseaux et demi en moyenne. Facebook, Twitter, LinkedIn. Alors, Twitter est toujours le réseau privilégié des communicants.
Facebook permet de faire circuler, de créer de la viralité sur des contenus plus consistants que Twitter. Et LinkedIn, qui est un réseau professionnel, comme vous l'avez aussi à juste titre dit, un espace où on peut créer des forums de discussion, des espaces de rencontre entre professionnels et où on peut s'interroger nous-mêmes sur nos pratiques, sur des sujets, donc qui est dans un temps un peu différent, pas forcément instantané comme le pourrait l'être en tout cas Twitter et Facebook, et qui est plus dans un réseau social de rencontres et de réseaux, et on verra que de toute façon le journalisme est un métier de réseau et aujourd'hui plus que jamais. Alors là je vous ai fait une slide qui présente un petit peu le schéma, on va dire, de la presse en général, qui résume bien les choses. C'est qu'auparavant on avait la presse écrite qui était print, qui maintenant, avec l'espace web, s'est mis au web 1.0 jusqu'à présent, et maintenant 2.0. 2.0, c'est quoi? C'est entrer en conversation. C'est vraiment la plus-value qu'apportent les réseaux sociaux, les blogs et tous ces espaces d'interactivité, les applications aussi. En ce qui concerne le monde de la télévision et des pure players, par exemple. Le nouveau modèle économique France 3 a maintenant un site web où on fait du rédactionnel, où on fait de la radio, et de même pour les pure players, pardon. Ce qui veut dire que finalement, on n'a plus des médias comme on pourrait le voir, presse écrite, presse radio, presse télé, mais dans chaque média, on a à la fois du print, du web, du social media, et ce qui multiplie les interlocuteurs, notamment pour les communicants, ce qui multiplie les supports de communication, donc ce qui multiplie aussi les productions à fournir. C'est le nouvel modèle économique, et on parle même de, alors avant on parlait de multicanal, mais maintenant on parle d'omnicanal. Un média est omnicanal puisqu'en lui-même il représente tous les canaux possibles, l'audiovisuel, le print, etc. Donc je vous disais, le journalisme est un métier de réseau, et aujourd'hui plus qu'avant, et malgré tout on peut constater qu'il y a une petite réticence journaliste à s'y mettre. Alors il y a le côté technique aussi qui peut être un premier frein, et puis après il y a aussi tout ce qui est culture web, hein. Je parle notamment du monde de la presse écrite, c'est un peu plus différent pour l'audiovisuel puisqu'on vit avec la technique. Et on a pu constater au début justement de l'avènement des réseaux sociaux qu'il y avait deux profils de journalistes qui se dessinaient, et qu'en fonction de ces profils, eh ben, on pouvait constater, et c'est toute la problématique d'ailleurs de mon ouvrage, une désintermédiation du journaliste. Justement dans le monde de l'information et de la communication, où jusqu'à présent on avait un schéma bien établi, avec une audience, avec un journaliste, leader d'opinion, représentant un média, et puis des communicants qui RP, relations presse, relations publiques, qui s'adressaient aux journalistes pour divulguer une information qui était ensuite divulguée par le journaliste à l'audience, et ben l'interface journaliste a été déplacée. Alors elle existe toujours, mais disons que le journaliste aujourd'hui n'a plus l'aura, on va dire, hein, qu'il pouvait avoir jusqu'à présent sur l'autorité de pouvoir dire ou de ne pas dire, d'une part, puisque avec les réseaux sociaux, même si le journaliste a décidé de ne pas dire, l'information peut circuler entre le communicant et l'audience directement avec les réseaux sociaux. Et ça, c'est toute la côté des réseaux sociaux. Et aux journalistes se sont ajoutés de nouveaux relais d'opinion. Les blogueurs, les influenceurs, différents intermédiaires qui séduisent les communicants, et que les communicants savent séduire aussi. Donc toute la problématique de mon ouvrage a été de présenter ces nouvelles pratiques des journalistes qui sont à la fois des contraintes, mais il n'y a pas que des contraintes, il y a aussi de formidables nouveaux outils de communication et d'information. Alors en contrainte, on peut voir déjà celles qui ont subi en temps réel, c'est-à-dire l'immédiateté de l'information, avec cette notion de priorité au direct qu'on entend maintenant un peu partout, mais aussi qui fait que sur les réseaux sociaux, on est à la recherche plus du scoop mais du buzz, quitte à divulguer des informations qui peuvent être ou erronées ou même fausses. On l'a vu dernièrement avec l'annonce de la mort de Martin Bouygues par l'AFP. Et puis on l'a vu aussi dans l'affaire Germanwings. Nous en local, moi je suis donc journaliste à la Marseillaise, mais nous
sommes deux quotidiens régionaux en PACA, enfin dans la région sud avec la Provence, où la Provence a annoncé par exemple que l'avion avait décollé de Marseille alors qu'il décollait de Barcelone. Ce sont des informations qui ont la possibilité d'être vérifiées très facilement, hein, et malgré tout, elles sont diffusées sans être vérifiées. Donc pourquoi? Parce qu'on veut la primauté de l'information, la primauté de la divulgation des photos, et on en voit maintenant, et on l'a vu dans l'affaire Germanwings, la Marseillaise comme la Provence ont eu leur reporter sur place, sur les lieux du crash, qui était en train de tweeter en direct ce qui se passait, mais en même temps, ils ne voyaient rien du tout, puisqu'ils étaient isolés dans un carré presse, avec différents types de poules de journalistes. Donc finalement, ils sont allés là-bas, et puis ils n'avaient pas grand-chose à dire. Et c'est un peu le problème aujourd'hui du journalisme instantané, c'est que il faut avoir des choses à dire, et c'est là où je pense que les communicants ont toute la main à reprendre, en tout cas dans le métier, c'est de pouvoir fournir de l'information à ces journalistes qui sont en attente d'infos. Donc ça sont les deux contraintes. La troisième, je vous l'ai dit aussi, l'ubiquité, hein. Il faut être à la fois sur le lieu du crash, mais aussi dans la rédaction, faire la vidéo, faire le tweet, envoyer les photos. Ça demande énormément de temps pour pouvoir justement faire converger tous ces supports sur un même média qui est le site web. Sachant que pour la presse écrite, il y a non seulement le site web, mais après, en fin de journée, il y a quand même le print qui doit sortir. Donc auparavant, on faisait sa conférence de presse le matin, on faisait son petit papier et puis il sortait le lendemain et c'était plié. Aujourd'hui, non, on fait son papier, le papier évolue tout au long de la journée avec les réactions, les interactions, les commentaires et il faut attendre, au-delà des publications print du web, il faudra modifier au fur et à mesure de la journée le papier qui paraîtra le lendemain. Donc c'est une autre manière aussi d'écrire, hein, et de concevoir l'information qui prend beaucoup plus de temps pour tout ce que je viens de vous dire et qui prend aussi beaucoup plus de temps parce que, comme je vous l'ai évoqué au début, la crise économique fait que les rédactions sont allégées. Il y a de moins en moins de journalistes. Donc les activités se multiplient et s'additionne, je dirais. Donc c'est là aussi l'intérêt pour les communicants de nous aider aussi peut-être à faire le tri et puis entre guillemets, à nous mâcher un petit peu nous donner pas du prêt alors là je ne parle pas pour ma paroisse, mais pas du prêt à consommer, mais en tout cas je pense que c'est là que les communicants ont tout à investir en fournissant des contenus rédactionnels prêts à l'emploi. Prêts à l'emploi, prêts à être diffusés sur les réseaux, prêts à être diffusés sur le print, sur le web. C'est d'où un petit peu la notion de journaliste Shiva. Ce journaliste Shiva, il a aussi, en plus de faire son travail de journaliste, il doit utiliser les réseaux sociaux donc pour communiquer, produire et diffuser, mais aussi en amont pour sourcer ces infos, pour faire de la veille, pour faire de la curation d'informations. Alors ça c'est quelque chose qui est vraiment nouveau dans notre métier, qui a du mal un petit peu à apprendre techniquement, mais utiliser des agrégateurs de contenu comme TweetDeck, NetVise ou Shoot qui sont les plus connus et les plus accessibles. Ça, beaucoup de journalistes ne le font pas, bien qu'à l'AFP ou à France Télévisions par exemple, les journalistes sont tous équipés de TweetDeck sur leurs écrans pour pouvoir justement voir ce qui se produit sur leurs écrans et chez leurs concurrents, puisqu'on rentre dans une... Il faut aussi intégrer cette notion de concurrence de l'information, hein, on le verra après, les médias sont en concurrence et les journaux et les journalistes sont en concurrence, et on verra aussi comment ils peuvent utiliser les réseaux sociaux comme outil de social branding. Les nouvelles pratiques, c'est la vérification des faits par les réseaux, en croisant les réseaux sociaux, et puis maintenant on a aussi des logiciels qui permettent, notamment avec Tencent pour les images, vérifier ce qui circule, parce que bien entendu dans ce monde viral, instantané, il faut prendre le temps de vérifier et même les images, puisque la technique permet aujourd'hui de modifier les infos. On l'a vu notamment dans le conflit syrien où des vidéos émergent et il faut savoir les recontextualiser. Et puis aussi, une nouvelle pratique qui est le webdoc, qui est un tout nouvel outil
un nouveau support de communication, un nouveau support d'information qui permet de créer un article mêlant à la fois le texte, la photo, la vidéo, la cartographie, la photo augmentée avec des liens. Et là, on rentre même à la fois dans un nouveau support d'information, une nouvelle manière de faire du storytelling, mais aussi une nouvelle manière de faire du marketing en accroissant le référencement web. Et là, ça peut être intéressant pour les communicants dans le sens où si vous arrivez, vous, à fournir, par exemple, je pense au métier du tourisme, si vous fournissez des vidéos ou des photos propres à l'office du tourisme ou à votre tour opérateur clé en main, ce qui évite aux journalistes de devoir les faire, il peut très bien les utiliser, les intégrer dans ses webdocs comme outil d'information et ça peut vous créer une viralité gratuite et très importante finalement. Linda, est-ce que vous pourriez nous donner, s'il vous plaît, la définition et la différence entre une veille et une curation? La veille, ça serait la recherche, c'est la recherche d'informations, de sites qui permettent donc de recenser, de cataloguer des informations. La curation, ça sera plus la recherche de contenu et la création de bases de données de contenu. Alors, par exemple, Scoopit ou NetVibes sont des des agrégateurs qui permettent de conserver, de faire finalement une revue de presse sur un sujet qui vous est donné. Alors on va dire par exemple aujourd'hui le sujet d'actualité en ce moment c'est l'augmentation des impôts locaux. Vous pouvez en tapant impôts locaux rechercher sur le web à la fois dans les blogs, dans les réseaux sociaux, dans les sites web, dans les forums, dans les journaux, en sélectionnant tous vos types de supports, faire un catalogue, une revue de presse de tous les contenus qui ont été publiés. Ça sera de la curation d'informations. La veille, ça sera plus dans le sens de rechercher des interlocuteurs, des liens, des informations, mais pas tant dans le contenu. Tout ce qui se dit sur un sujet, mais sans rentrer dans le contenu même du sujet, par exemple. D'accord, merci. Disons que la curation, c'est une technique de veille beaucoup plus poussée que la veille. La veille, on en fait tous plus ou moins, hein, de surveiller un petit peu ce qui se dit sur soi. C'est aussi un des principes fondamentaux du communicant, notamment dans la démarche de e-réputation. Mais disons que la curation, ce serait d'aller un peu plus loin. On parle maintenant même de curateurs, hein, qui sont des métiers qui commencent à s'installer dans certaines rédactions. Les Américains appellent ça les news curators, hein, qui hiérarchisent et mettent en place ces bases de données. Juste pour vous dire que Gisèle nous disait que une des différences aussi, que la veille était sur du long terme alors que la curation était à l'instant T. Oui, vous recherchez par exemple dans l'exemple des impôts locaux, c'est aujourd'hui, vous allez voir tout ce qui se passe, tout ce qui se publie, tout ce qui se produit, donc on est vraiment dans la création d'une recherche de sujets de fond, alors que la veille, effectivement, on va rechercher un sujet. L'e-réputation, c'est de la veille qui se fait dans le temps. Vous allez constamment veiller tous les réseaux, tous les médias pour savoir ce qui se dit de vous et vous le faites sans vous arrêter finalement. La veille est effectivement quelque chose de continu, alors que la curation, ça sera sur un sujet ou un domaine précis à un moment donné. Là, c'est une nouvelle pratique, donc on a aussi l'écriture, donc bon, ça multimédia, mais ça c'est pas nouveau, sauf qu'on a des nouveaux outils maintenant qui nous permettent de faire de l'écriture web, avec les timelines par exemple, avec les cartes interactives, avec les Storyfy, on peut maintenant faire des articles où on peut intégrer des tweets et faire en sorte que les gens se répondent, ça c'est très apprécié des médias en ce moment. On a des nouveaux formats éditoriaux avec le webdoc, le storytelling, le scrollytelling. Et il faut savoir que sur un même sujet, les journalistes sont en concurrence de la même manière. Quand vous allez être sur Twitter, vous allez suivre peut-être un média, mais vous allez surtout suivre des journalistes. Et c'est ces journalistes-là qui auront une audience plus que les autres, qui auront peut-être un capital marque, entre guillemets, mais en tout cas un capital
affectifs sur les réseaux sociaux, ils seront très appréciés. Donc les communicants ont tout intérêt à se lier à ce type de personnes pour pouvoir justement faire en sorte que ces personnes relaient leurs infos et ainsi pourront bénéficier de ce capital branding du journaliste. Et dans ce sens-là, on est aussi vraiment dans un travail de réseau, comme on pouvait l'avoir jusqu'à présent. Et l'interactivité aussi est une nouvelle pratique, savoir répondre à l'audience, savoir répondre aux communicants, savoir gérer aussi toutes ces communications. Il y a de nouveaux métiers qui arrivent, hein, les community managers, les social media managers, enfin, c'est toute une nouvelle... je pense que c'est en train de se mettre en place, mais d'ici quelques années, on va avoir vraiment de nouveaux métiers avec de nouvelles compétences à part entière. Aujourd'hui, le journaliste fait tout, hein. Il fait le community manager, il fait le veilleur, le curateur, le rédacteur, le vide. Je pense que dans quelques années, les choses vont se décanter un petit peu et on va avoir vraiment des gens qui seront ultra performants. Et le data journalisme nous le montre déjà. Hein, au Monde, au Figaro, il y a déjà des cellules à rue 89 de journalistes qui ne travaillent que sur la donnée, que sur la cartographie. Ça commence à s'organiser. Et ça permettra aussi au reste du monde de l'information et de la communication d'avoir une lecture un peu plus claire de qui fait quoi. Là, je vous montre juste un exemple de web documentaire hein, qui a été produit sur Arte, où vous voyez sur le site web, vous avez à la fois un texte de présentation, vous avez le titre, et puis là, sur le côté, vous avez le menu avec les différentes catégories d'informations. Alors, vous avez un espace commentaire, hein, où dans ce type de webdoc, on a intégré le 2.0, le commentaire d'article, le commentaire de l'audience, par exemple, pardon. Vous avez à la fois des vidéos, des galeries photos, des dessins de caricaturistes, des carnets de route avec des images, des articles, des mots-clés illustrés par des photos. Vous avez des liens qui sont faits, qui sortent, des liens sortants vers des émissions de télévision. Donc c'est vraiment un nouveau support interactif. Et là aussi, l'intérêt pour les communicants est justement de créer hein, ces liens entrant et sortant avec ce genre de support qui peut augmenter leur référencement et aussi leur amener de nouveaux visiteurs et générer du trafic. Et là, vous avez différents... Alors, sur cet exemple-là, on a 70 types de reportage. C'est un formidable outil que le web documentaire, mais qui nécessite effectivement de la technique et qui ne peut être vu que s'il est aussi partagé sur les réseaux sociaux. Une fois qu'il est sur le site web, il faut aller le chercher. Les gens ne vont plus chercher l'information. C'est aux journalistes et c'est aux communicants de leur apporter cette information. Ça, c'est un autre documentaire interactif présenté sous une autre forme, mais avec une cartographie. Vous voyez, il n'y a pas de texte, c'est que de l'image. Et là, on est vraiment dans du sensitif et dans de l'immersion. Hein. Alors, il faut penser ce genre de webdoc avec des écrans tactiles où on pourra cliquer comme sur les tablettes et on rentrera, on n'écrira plus, hein, finalement, tout sera interactif. Ça, ce sont des nouveaux supports en tout cas et qui sont distribués par les réseaux sociaux. Donc on est loin du live tweet, vous voyez, c'est un petit peu les deux extrêmes. Voilà, donc on est aussi dans la création de cette interactivité du journaliste avec son audience. C'est aussi comment dire, un des grands enjeux des réseaux sociaux. Le réseau social, il est là pour faire du lien, pour faire du feedback, pour faire du partage, pour faire de la viralité. Et c'est ce qui va créer, alors de la vente, je ne sais pas, mais en tout cas de la notoriété et de la visibilité, ça c'est sûr à 200%. On est vraiment là aujourd'hui dans cette recherche de visibilité. Vous parliez d'infobésité au début, à l'introduction de ce webinaire, mais c'est exactement ça. Dans cette infobésité, comment on va émerger, comment on va être différent. Ben, il y a le branding et il y a aussi l'interactivité avec l'audience, savoir créer une communauté de lecteurs. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y a de nouveaux
interlocuteurs qui sont en train de squeezer hein, les journalistes et il va falloir se réapproprier cette place en créant des liens et aussi en se redonnant un petit peu une image parce qu'en ce moment, via justement ces nouvelles technologies, l'image du journaliste est un petit peu malmenée. Alors, on a une question de Tiffany qui nous dit comment détecter facilement les journalistes qui sont sur les réseaux sociaux afin de rentrer en contact avec eux. Alors là, je vais me permettre de répondre parce que c'est exactement le type de solution qu'on propose chez Vocus. Je vous laisserai évidemment la parole après Linda, mais il me semble qu'une veille média est absolument indispensable. Une veille média, c'est un outil qui permet à l'aide de systèmes de mots-clés de savoir qui parle le plus de ces sujets. Quand je disais en introduction qu'il faut écouter son marché, qui parle de vous, de vos concurrents, c'est exactement ça. C'est mettre certains mots-clés, par exemple pour Vocus, c'est relations presse, RP 2.0, influenceurs, et chaque semaine, je regarde qui sont les 10 personnes sur les réseaux sociaux ou sur le web à parler de ces sujets-là. Et ainsi, on peut voir exactement à qui il faut s'adresser pour justement augmenter en visibilité et trouver des vrais relais d'opinion. Il y a une autre question, et là je vais vous laisser répondre par contre, parce que si vous êtes mieux placé que moi. Les journalistes qui sont sur les réseaux sociaux, à votre sens, pour les contacter, ils seraient sur quels réseaux sociaux? Ceux qui font du personal branding sur Twitter, sur LinkedIn? Vous pensez à quels réseaux sociaux, Linda? Le premier, je penserai à Twitter. Aujourd'hui, en France, les journalistes francophones français, c'est Twitter. Aux États-Unis, ce serait Tumblr, par exemple. Ça dépend, effectivement, ça dépend du marché de l'information aussi. Je pense que, effectivement, il y a différents types de réseaux sociaux. Hein. Il y a les réseaux sociaux de contact, de contenu, de partage. Dailymotion en France est très utilisé par les médias pour partager leurs vidéos. Vous avez beaucoup de médias qui externalisent leurs vidéos, qui ne les intègrent pas dans leur hébergeur propre, mais sur Dailymotion. Et donc, de fait, ils sont présents sur ces réseaux sociaux-là. En France, il y a un gros problème, et je pense que ces derniers mois, ça a été un petit peu, on a montré que de toute façon, c'était nécessaire d'y être. Il y avait un problème un petit peu de confiance sur justement la confidentialité, l'identité, etc. Ce qui est un peu, je vais juste vous donner un exemple enfin, auquel je me suis rendu compte pendant la rédaction de mon ouvrage. Moi, quand je suis entrée dans le journalisme, beaucoup de mes confrères qui étaient en place depuis quelques années déjà avaient des pseudos. Aujourd'hui, nous, on utilise notre propre nom, mais il se trouve que sur Internet, sur les réseaux sociaux, quelque part, alors on verra pour plusieurs raisons, les journalistes sont obligés maintenant pour pouvoir rester tranquilles et anonymes de devoir prendre un pseudo. C'est un peu l'inverse. Avant, on prenait un pseudo pour être connu et maintenant on prend un pseudo pour être un petit peu, j'allais dire, tranquille. Je vous explique pourquoi. Il y a des chartes qui sont en train de se mettre en place dans les rédactions et ça va répondre aussi un petit peu à votre première question. L'AFP, par exemple. L'AFP, les journalistes ont obligation d'avoir un compte Twitter. Ils ont un compte Twitter de journalistes AFP et les journalistes ne doivent communiquer sur ce compte que de l'information. Que ce qui concerne l'AFP. Ils n'ont pas le droit de critiquer leur employeur, ils n'ont pas le droit de... Enfin, il y a des règles très restrictives. Alors vous allez me dire, c'est un peu une atteinte à la liberté individuelle de l'expression du journaliste, puisqu'on est sur un réseau social. Le réseau social, par définition, n'appartient pas à l'AFP. Le journaliste peut dire ce qu'il veut. Non. Il y a de plus en plus en tout cas, la plupart des grands médias ont mis en place des chartes. Et l'AFP conseille à ces journalistes de créer un deuxième compte, où là, ils vont prendre un pseudo. Ils ne vont pas se présenter comme journalistes à l'AFP et ils vont pouvoir faire ce que tout le monde fait dans sa vie privée, partager des photos, mettre des billets d'humeur. Donc dans ce contexte-là, effectivement, c'est un peu aussi compliqué pour les communicants de savoir qui est qui. Vous pouvez vous adresser officiellement, donc dans ce cas-là, à un journaliste sur son compte professionnel. Et peut-être que comme en rédaction, comme auparavant, quand il recevait des mails, il va peut-être pas répondre, mettre de côté, etc. Et vous n'allez pas avoir cette interaction très proche et plus familière, en tout cas, que permet le réseau social.
D'un autre côté, bon, la question est de savoir est-ce que celui qui prend un pseudo va se dévoiler en tant que journaliste ou pas. Après, il y a des journaux, en ce qui me concerne, par exemple la Marseillaise, les journalistes n'ont pas à utiliser on n'a pas le droit, enfin, c'est pas écrit noir sur blanc, mais d'utiliser le réseau social, enfin le nom de notre journal pour parler. On peut faire ce qu'on veut, mais on ne se présente pas au nom de notre journal. Donc c'est un petit peu encore ambigu la place qu'ont les journalistes et c'est pour ça que le branding est important parce que la seule manière de se faire connaître finalement c'est peut-être de faire du buzz ou de se marketer soi-même. Et, et là c'est un petit peu plus compliqué. Je vais vous poser une dernière question et je vous propose carrément de passer à la partie 3 ensuite de la présentation. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux nuisent un peu à la relation justement, parce que dans RP, il y a quand même relation entre communicants et journalistes. Et elle nous dit, pour traiter des sujets de fond ou sensibles, n'est-ce pas un risque côté entreprise communicante? Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que les entreprises mettent en place justement des community managers pour gérer ce type de communication. Et vous voyez dans les profils de community managers qui sont actuellement proposés, ce sont généralement des communicants expérimentés, hein. Ça veut dire qu'il faut effectivement un savoir-faire et un très bon relationnel pour pouvoir communiquer de manière informelle. Les réseaux sociaux sont une forme de communication très informelle. Alors, ça permet aussi d'affranchir les modes de communication d'une certaine manière, d'être peut-être plus incisif, plus percutant, et ça peut aussi avoir un effet bénéfique parce que justement on va droit à l'essentiel. Il ne faut pas attendre, je pense aujourd'hui, d'un journaliste qui utilise le réseau social de la même manière qu'il utilise un mail ou un appel téléphonique ou un courrier. Quand vous lui envoyez une invitation et que vous lui demandez de répondre pour assister à telle conférence de presse ou s'il a bien reçu le DP ou le CP, vous pouvez vous permettre de le relancer par mail, de le relancer par phoning, ça c'est admis. Maintenant, si vous lui envoyez par un réseau social, je ne suis pas certaine que justement dans la relation média, de relancer, de demander justement ce type de confirmation ça soit forcément bien apprécié. Puisque comme vous l'avez dit aussi au début, il y a une certaine forme d'intrusion. Alors vous parlez du téléphone en disant que le téléphone c'est assez intrusif, mais le réseau social ça peut être encore plus intrusif. Donc je pense que le réseau social est une bonne accroche pour un premier contact, mais derrière, il doit y avoir un relais. Il doit y avoir un relais au moins du mailing. Alors ça peut être par exemple via LinkedIn, via la boîte mail de LinkedIn. Les journalistes sont connectés et il faut utiliser cette connexion. Après, il faut savoir, je pense, doser, et c'est là tout le métier du communicant, de s'adapter à sa cible, hein. Ce qui veut dire que le communicant va devoir encore plus que jamais travailler son maillage relationnel, travailler son réseau, travailler ses bases de données. Et là aussi, de fait, pour les communicants, ça demandera aussi de nouvelles manières, de nouvelles pratiques professionnelles et puis peut-être aussi de nouvelles activités. Stéphanie qui nous demande quelle est la valeur ajoutée du travail de journaliste aujourd'hui, sachant que les individus peuvent avoir accès aux mêmes sources d'informations? C'est une bonne question. Alors justement, la valeur ajoutée des journalistes aujourd'hui, où est-elle? Quand on sait que les journalistes sont en concurrence avec des blogueurs qui prennent des relais, avec des experts qui en savent plus que les journalistes, bien souvent, et qui n'hésitent pas à prendre la parole pour mettre un petit peu des fois les journalistes à leur place, les consommateurs d'informations qui eux aussi ont leur avis sur tout et parfois en connaissent plus que les journalistes eux-mêmes, et puis l'audience en général. Sa valeur ajoutée, ça va être à mon sens, et c'est ce que j'ai démontré dans mon ouvrage, sa capacité de décrypter l'information et de la contextualiser, ce que ne peut pas faire tout le monde. En tout cas, tout le monde n'a pas les clés là à l'instant T pour avoir une analyse de l'information. Ça va être aussi celui qui aura un rôle de filtre, parce qu'on le voit aujourd'hui, de filtre et aussi de hiérarchisation.
Mais je pense, pour moi en tout cas, la vraie valeur ajoutée aujourd'hui du journaliste, ce sera le filtre. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une information mérite d'être divulguée ou pas, ou alors quelle importance on va lui donner dans la hiérarchie de l'information. Et aujourd'hui, dans justement cette priorité au direct, on le constate notamment dans les chaînes d'information continue, il n'y a plus de hiérarchisation de l'information. Et ça devient un réel problème pour la profession. On peut le voir dans ce qui s'est passé ces derniers jours, où on nous a fait du non-stop continu sur le fait que par exemple, le Front National, dans l'affaire du Front National, Jean-Marie Le Pen s'est désisté pour que sa petite fille prenne sa place à la candidature de la région PACA. On en a eu toute la journée, autant qu'on peut en avoir sur l'attentat au musée Bardot ou sur l'affaire Charlie Hebdo. À mon sens, c'est pas normal, parce qu'il y a des informations qui sont plus importantes que d'autres, qui méritent plus de traitement et plus de temps et plus d'analyse et plus de décryptage que d'autres. Et aujourd'hui, on est dans une recherche de l'audimat, du scoop pour occuper le terrain. Et ça devient un réel danger parce que c'est notre métier en fait qui est remis en question et on se décrédibilise. Donc pour regagner de la crédibilité, le journaliste doit jouer ce rôle de filtre, à reprendre sa place dans l'échiquier et justement retrouver sa place des intermédiaires en décryptant, en s'adaptant aussi donc à l'évolution des supports, en les investissant et en retrouvant donc cette autorité de leader d'opinion, pour redevenir un véritable intermédiaire, si ce n'est regagner sa place de leader, et puis ne pas oublier que quand même le journaliste est le garant de l'information du bien public. Et c'est ce que nous a démontré l'affaire Charlie Hebdo. L'information est un bien public, c'est une liberté en soi, et c'est le journaliste qui en est garant. Matériellement, ça sera justement par ces nouveaux supports qui sont le data journalisme. On l'a vu avec l'affaire Snowden et l'affaire Wikileaks de Julian Assange, hein, qui sont, quand vous avez une centaine de câbles à décrypter, à analyser, à mettre en place des statistiques, etc., il n'y a que des professionnels de l'information qui peuvent le faire. Et Le Monde et le Figaro ont déjà les services de statistiques, Rue 89 aussi, justement pour faire du data journalisme. Ça sera la valeur ajoutée du journalisme de demain. Le journalisme augmenté, au-delà de l'information qu'on vous donne, c'est savoir renvoyer vers d'autres articles, vers d'autres informations de manière technique, puisque les supports le permettent. Ça sera aussi une valeur ajoutée du journaliste. Et puis, le slow journalisme, qui est une tendance qui est en train d'émerger aux États-Unis et qui arrive petit à petit en Europe, notamment en Belgique, avec Revue 21 par exemple, où il y a un retour, malgré tout, et c'est une bonne chose, au journalisme lent, au journalisme long, ce que permet aussi les nouveaux formats actuels, hein, comme on l'a vu avec le documentaire que je vous ai montré tout à l'heure, où on peut avoir 70 articles dans un webdoc, où ça va nous prendre le temps de pouvoir analyser, de pouvoir réfléchir, de pouvoir recueillir de l'info, et puis de partager cette veille qu'on a faite aussi, parce qu'à chaque fois qu'on a trouvé une info, on a la possibilité maintenant techniquement de la divulguer au public sans faire forcément un tri. Donc la valeur ajoutée, à mon sens pour le journaliste, elle est là à la fois dans une valeur morale, en renforçant le rôle déontologique du journaliste, et dans une valeur technique, puisqu'aujourd'hui, à mon sens aussi, le journaliste ne peut pas se passer de la technique, même si pour certains ça reste un métier intellectuel. Il y a un aspect technique qui est maintenant indispensable. Je dirais que pour les journalistes, en tout cas, être sur le web n'est plus un objectif, c'est pas une mode, c'est pas une tendance, c'est une nécessité et même c'est une évidence aujourd'hui. Il faut savoir intégrer en tout cas, et je pense que c'est ce qui est valable pour le journaliste et valable aussi pour le communicant puisqu'on travaille de pair, hein, il n'y a pas l'un sans l'autre, adopter donc
et intégrer ces nouveaux réflexes de tweeter, retweeter, poster, partager, relayer, publier, mais aussi construire du sens et donner du sens à ce qu'on fait, et puis peut-être prendre aussi plus de temps avec l'audience pour communiquer autrement, se créer des communautés de lecteurs comme on se crée des communautés de consommateurs maintenant sur Facebook pour certaines marques. Soigner ses lecteurs aussi, puisqu'on a une audience qui est extrêmement volatile sur les réseaux sociaux, surtout avec les nouvelles générations, une audience qui zappe. Donc la difficulté sera là. Et enfin, je dirais qu'on peut plus se contenter donc de ce journalisme à la papa qu'on connaissait jusqu'à présent, et que dans cette société de surabondance d'informations et d'infobésité, et là on a besoin effectivement, comme le disait Marine, d'une information nourrie de valeur ajoutée, parce que c'est la seule information qui saura faire preuve d'expertise dans la manière de décrypter, de contextualiser et de donner du sens à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Et à ce qu'on est aussi. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Linda, pour ce témoignage. Le message, c'est RP, RP 2.0. Tout ça, finalement, c'est un peu la même chose, hein. C'est une histoire, appelez ça comme vous voulez, relation média, relation publique. Il y aura toujours le mot relation là-dedans. Donc, quels que soient les outils que vous utilisez, et c'est important aujourd'hui que vous fassiez vraiment des relations médias, une communication à 360, parce que les journalistes, eux, et Linda nous l'a bien montré, le font.